Bonjour à tous, session numéro 2, c'est le cas pratique de la préservation du patrimoine informatique et comment faire en sorte qu'une disquette soit utilisable sur les outils modernes, les émulateurs que l'on peut trouver. Et nous allons jouer avec un logiciel de la société Epix, qui est une simulation de jeu qui s'appelle, je crois, California Games. California Games. Donc la voici, c'est la disquette originale et nous allons voir comment la protéger et voir comment on peut en faire une copie de sauvegarde. D'accord? Ce dont on a besoin, première étape, un ordinateur Apple IIe, un lecteur de disquette. Nous avons besoin également d'une autre chose, c'est une disquette vierge pour pouvoir sauvegarder le logiciel. Dernière chose pour la recette de cuisine, nous avons besoin d'un disque de copie. Il y en a un qui est sur le marché depuis 1990, qui s'appelle Logo Copy Disc. Alors je l'ai pris parce qu'il est plutôt pas mal. T'as raison. Première étape, pour rappel de ce que j'ai dit, on va écouter la disquette. Alors je ne sais pas si vous allez avoir le son vous là-bas, mais en tout cas, il est très important de voir si la disquette d'origine est déjà bootable. Ça m'est arrivé de passer du temps à essayer de faire une copie de sauvegarde d'un logiciel, sachant que la disquette en fait d'origine était flinguée. Donc ne perdez pas de temps. Nous démarrons. Attends, viens. Ça, la vidéo commute mal, mais bon, ouais. Ça va venir. Vidéo, donc il y a trouvé le signal vidéo du vidéoprojecteur. Le lecteur de disquette fait un bruit des plus normaux. Il a l'air de charger des choses. Le vidéo aussi. Ah. Yeah. Et voilà. Bon, nous n'avons pas le son aujourd'hui, ça ne sert à rien. Mais nous voyons déjà que la disquette boot, ce qui est plutôt bon signe. Donc ce que l'on va faire, on va appliquer la petite recette. Vérifier un peu ce qu'il y a sur la disquette. Première chose, utiliser un logiciel de copie rapide de disquette. C'est la chose la plus simple, ça permet de voir s'il y a une protection dite on-disk. Donc sur ce beau système de copie, le logo copy disk du 5 juin 1990, nous allons lancer le Locksmith Fast Disk Backup. J'insère la disquette protégée dans le lecteur 2. Je tape la commande magique qui s'appelle 2. Ça permet de faire quoi? De faire une lecture du disque numéro 2. Ça ne fait pas une copie, ça fait une lecture. Si la disquette est lisible, il n'y a que des points à l'écran. S'il y a des chiffres de 1 à 9 et avec du point virgule, etc., ça veut dire que le logiciel a mis du temps à lire les secteurs. S'il y a marqué D, ça veut dire que la disquette a son champ de données qui n'est pas standard. Et s'il y a marqué A, c'est que la disquette a son champ d'adresse qui n'est pas standard. Allons-y. Ah, ça part mal. Quand vous voyez ça, deux choses, c'est-à-dire que la disquette ne boot pas, on a vu qu'elle bootait, donc vous pouvez déjà l'enlever. Seconde chose, c'est que la disquette a son champ d'adresse qui est modifié. Ça, c'est un petit point positif. Seconde chose, on va vérifier la phase B. Le problème avec un tel logiciel, c'est qu'il n'y a rien sur la phase B, on va avoir aussi marqué DA. Donc on a vérifié avec un Nibble Editor s'il n'y a pas des choses. Quand même. Bah pareil. Hein. Bon, ça sert à rien de continuer jusqu'au bout de la disquette. Hein. Si les premières pistes ne sont pas lisibles, attendez-vous à ce que celles d'après ne le soient pas non plus. Donc étape suivante, pour réaliser notre copie de sauvegarde, on prend un Nibble Editor. Nibble Editor, dans ce beau logiciel de copie que l'on trouve sur tous les sites bien informés, on va lancer le Nibble Editor de Copy2Plus de Central Software. Première étape, lui dire si l'on veut faire une lecture, un read ou faire une copie. Donc ce qu'on veut faire, on veut éditer, donc on appuie sur E. Où est-ce que se trouve le lecteur? C'est le lecteur 2. Sur quelle piste veut-on démarrer? La piste 0. Et après, la dernière piste, c'est la piste 22 en hexadécimal, ça correspond à 34, c'est la 35e piste, c'est la dernière. Donc là, on fait des trucs des plus standards. On fait un incrément de 1. On pourrait regarder en .5, en demi-piste ou en quart de piste. Considérons que c'est ici du 1 et on lit. Il recalibre la tête, il lit et on va avoir plein de gros mots à l'écran. Et c'est la représentation des nibbles qui sont retournés par le contrôleur de disquette à la RAM de l'Apple II. Donc là, on peut lui demander de faire une analyse, sauf que, voilà, et là, j'ai un problème de moderne. Il n'y a peut-être pas la fréquence texte.
C'est bon, c'est revenu, ça sauf va. quand je bouge. C'est parce qu'il ne faut pas le wifi. Voilà, je n'ai pas le droit de bouger. Voilà. Oui. Hop, je ne bouge plus. Voilà, c'est arrivé à l'écran. Que voit-on? Ce que je vous ai montré hier, c'est qu'il y avait marqué D5 à A96 avec plein de valeurs. Là, on voit marqué, je crois, D16 à A96, si j'ai eu le temps de lire, sachant que j'ai l'écran derrière moi. D6, D6. Hop, je vais me retourner. Mais pas beaucoup. Voilà, on voit le D16 à A96, c'est pas standard. Le AAB, c'est le numéro du volume. Ensuite, nous avons AAEB, AAFAF, E, et après les deux autres petits octets que l'on voit, les deux autres nibbles, c'est le checksum, cette petite routine qui fait un plus de tous les champs précédents et qui enregistre cette information-là. Et derrière, on a marqué DE, AA et E8. Le dernier nibble, on s'en moque. Le contrôleur enregistre mal, les routines d'écriture DOS standard ne le gèrent pas bien. Donc si on va marquer DEA, c'est plutôt pas mal. Donc après, on peut continuer sur les autres pistes, avancer et vérifier si on voit des choses à peu près standards. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit du D5 à 96, on voit des choses un peu bizarres, des E7 et des bidules. Mais bon, il y a plein de nibbles, c'est plutôt pas mal. Étape suivante, vérifions qu'il n'y a pas d'une extra track quelque part sur la disquette. Donc on recommence l'étape d'édition, on est sur le slot, sur le disque 2, pardon. On se met en 22 et on finit par exemple en 24. Donc 34e piste, 35e piste et jusqu'à la 37e. Hop. Non, il n'aime pas, alors on va mettre 23. Hop, voilà. Donc le lecteur déplace la tête. On fait une petite analyse. C'est la publicité cachée, c'est un message subliminal. Donc vous avez à l'écran ce que l'on voit encore du D5 à 96, qui est standard. Dessous, j'en ai pas parlé, on voit le D5 à AD qui est le début du champ d'adresse, qui est standard aussi. Donc on a une piste 34 ou 35 qui est bonne, on va voir s'il y a quelque chose derrière. Oula, quand même, ça ne ressemble pas à la même chose. Hein. Donc on fait un petit A pour lui dire de relire. Hop. Bon, je vais recommencer parce que j'appuie sur les deux touches. Le A et le Q étant à côté, c'est un peu embêtant avec mes gros doigts boudinés. Donc je refais, hop, l'étape 2. Je me mets. C'est pas le problème de câble. Non, c'est le problème de fréquence. Ouais. Parce que quand tu n'es pas sur l'affichage, on va avoir c'est ça. Ouais. C'est l'écran de. C'est le changement d'écran? Non, c'est sur les écrans de. Voilà. Donc là, que voit-on de temps à autre? On voit des nibbles qui ne ressemblent à rien, avec parfois des caractères en inverse et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'y a pas de données, tout simplement. Étape numéro 2, quand on a une disquette, pour regarder s'il y a quelque chose sur la face B. Donc la face B, il suffit de retourner, lui demander de relire. Après, on sera tout l'espace. On va voir si on a aussi des nibbles qui ressemblent à quelque chose ou pas. Alors, regardez, il y a du C0, il n'y a que du C0, du 80. C'est des trucs pas standards non plus, donc on sait qu'on n'a rien là-dessus. Il faut quand même vérifier qu'au début de la disquette, on n'a pas quelque chose. Si on a des choses qui ressemblent à D5 à 96 and Friends, ça veut dire que déjà on a un truc plutôt pas mal et on a quelque chose de standard. Ça veut dire qu'on a une phase B. Donc le monsieur qui veut faire une copie de sauvegarde de son logiciel pensera à faire une copie des deux faces. D'accord? Donc on a fait ça. On est content. On sait où il y a des données, on sait que la disquette est protégée. Donc on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode du bout de trace. Ça consiste en quoi le bout de trace? Ça consiste à suivre le chargement d'une disquette, du contenu en RAM de l'Apple II, en passant par la célèbre backdoor dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le fait que tout secteur 0 de la piste 0 est obligatoirement lisible parce qu'il faut que le contrôleur de l'Apple II puisse charger en mémoire quelque chose. Si vous n'y arrivez pas, c'est que la disquette n'est pas bootable. C'est aussi simple que ça. Donc l'opération consiste à rebooter, interrompre le logiciel, de taper la célèbre commande que nous avons vue tout à l'heure, qui est le call -151, que je vais essayer de voir à l'écran. Ce qui risque d'être compliqué. Hop, je suis en QWERTY, c'est les touches. Et là, je passe dans le moniteur. On a regardé avant et on sait que dans son ordinateur, on a la carte contrôleur du disque 2 qui est en général dans le slot 6. Donc au niveau de la mémoire, le mapping entre les cartes et la mémoire, ça veut dire que c'est l'adresse C600 jusqu'à C6FF.
Cette routine a une particularité, elle est très bien, et c'est un peu ce qu'il y a dans toutes les routines des cartes d'extension Apple II quand il y a de la ROM, c'est qu'elles sont relogeables. Parce qu'il faut qu'elles puissent fonctionner sur le slot 6, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier dans une zone d'adresse particulière, n'importe laquelle. Moi, j'ai l'habitude de mettre ça en 9600. Hop. Ce qu'il y a de C600 à C6FF, c'est une commande du moniteur qui s'appelle M pour move. Donc, on va recopier C600, C6FF en 9600. Ensuite, cette routine, si on l'analyse assez rapidement, elle est assez pratique, simple, efficace. Elle commence par recalibrer la tête du lecteur, à considérer qu'il est sur une piste qui n'existe pas, pour lui dire va te mettre sur la piste 0. C'est ce qu'il fait. Hop. On continue. Il allume le lecteur, etc. À partir de C6, 5C, c'est l'adresse qui permet ici de lire. C6, 5C, l'adresse qu'on voit à gauche. Ça commence à lire les données, les marqueurs dont je vous ai parlé, des 5 à A96. On les voit par exemple en 96, 76. Il y a marqué C9, 96. Il compare la valeur lue du lecteur avec 96. C'est l'histoire du marqueur dont je vous ai parlé. Et la routine se termine en fait en 96-68. En 96-68, que fait-il? Il saute dans la RAM de l'ordinateur. C'est l'adresse à laquelle il a chargé le premier secteur de la première piste. Il charge à l'adresse 800 et il saute en 801. Donc ce qu'il faut faire, c'est interrompre le logiciel ou le firmware de la carte pour l'empêcher d'exécuter le programme. Moi j'ai l'habitude de mettre une routine du monitor qui s'appelle FDDA, c'est PR ou XByte ou PR byte, je ne sais pas quoi, ça met sous forme hexadécimale le contenu de l'accumulateur qui est l'un des registres du microprocesseur. Je vous rappelle qu'il faut apprendre le 6502 pour faire une copie de sauvegarde. Donc voilà la commande, j'ai modifié les données et je exécute avec la commande G pour Go, comme nous l'a rappelé Didier si brillamment hier, et je fais ça. Et je vais voir apparaître un petit chiffre magique dessous qui s'appelle 0,1. Ça veut dire que la disquette, on lui demande plutôt au contrôleur de charger un seul secteur. Ça, c'est une information intéressante. Autre information à connaître, quand on saute au programme en l'adresse 801, la retenue, la carry, qui est un des registres d'état du microprocesseur, est mise à 1. Elle est active, elle est toujours active. Donc le gars qui veut faire des petits tests et des machins, il va faire un BCS pour vérifier l'état de la carry, ou un BCC, et en fonction de ça, il peut aller sauter à gauche ou à droite. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On sait qu'on a à l'adresse 801 ce qu'on appelle le boot 1, c'est là le contenu du secteur 0, de la piste 0, avec un peu de publicité subliminale et de vidéoprojecteur entre les deux. Donc que se passe-t-il ici? Il regarde si on est à l'adresse 900 dans les premières routines, il récupère l'adresse du, comment on appelle ça, du slot dans lequel on a chargé, laquelle plutôt le contrôleur est inséré. Il charge des secteurs, et ensuite, ce qu'il fait, il continue de charger jusqu'à ce qu'il ait lu l'ensemble des secteurs, et derrière, à l'adresse 8.4a, il fait un saut vers BB0. BB0, c'est une autre adresse en RAM de l'Apple II, où des données ont été chargées par ce petit bout de programme. Et ça, c'est pas standard, c'est un peu bizarroïde. Parce que quand on regarde le début de la routine, ça ressemble vachement à une routine de chargement du DOS 3.3. Mais sauf que cette routine, à cette adresse-là, elle saute à un autre endroit, qui est B700, au travers d'un saut en direct. On ne va pas rentrer trop dans les détails, c'est chiant. Mais là, ça saute en BB0. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en BB0 qui est pas standard. Donc on a besoin de savoir ce qui se passe en BB0. Et on va empêcher plutôt le logiciel d'exécuter l'adresse en BB0. Donc ce qu'il faut faire, c'est remodifier son code qui est au niveau du contrôleur. Et on va lui dire, mon ami, je te demande de sauter la routine du moniteur. On va faire un patch en fait, tout simplement. Et on lui dit, mets-moi à la place du jump BB00, on va mettre le jump FF59, qui est la routine bonne Z qui permet de stopper le chargement.
Et je me suis arrêté, où ça, après le 08 ou pas? Non. 8D, 4C, 08, c'est ça. Et après, je fais 1, 0, 1, 0, 8. Pardon? Une question dans le... FF? J'ai mis FF, non? Oui. Donc le A959, ça veut dire je charge dans l'un des registres du microprocesseur qui s'appelle A. Je vais vous le montrer sous forme... Comment ce que ça donne, ouais. Voilà. Donc ça donne quoi? Ça veut dire que je mets la valeur 59 hexadécimale à l'adresse 84B et FF à l'adresse 84C et que je saute à l'adresse 800. C'est ça que ça veut dire, je vais taper sous forme hexadécimale. Donc je réexécute mon code. Et là, que se passe-t-il? Ça s'est arrêté, ça a chargé quelque chose probablement. Donc là, j'ai normalement du code en BB0. On va regarder. Ah, j'ai des choses en BB0. Après, au bout du 50e EPIX que vous avez entre les mains, vous avez une idée du type de protection EPIX. Ce qu'on appelle la désynchro. C'est le principe de désynchroniser la tête de lecture par rapport au flux d'informations, au bit de synchronisation dont je parlais, pour lui faire lire des valeurs qui sont écrites entre ces petits bits de synchronisation qui donnent des valeurs bizarroïdes qu'un copieur est incapable de garder. Donc votre copie de sauvegarde n'est pas du tout utilisable. Donc le but du jeu, en fait, on a une belle routine qui est ici, je vais vous décrire un petit peu. Hop, que fait-il? Il fait des initialisations là, sur les 8 premiers octets. Après, toutes les instructions qui sont dessous, c'est pour allumer le lecteur de disquette. Normalement, voilà, 89.8.2, c'est pour le mettre en mode lecture. Après, que fait-il? Hop. Donc voilà, donc là nous avons notre belle routine de tout à l'heure. Oui. Quand même un peu, ouais. Je croyais que ça enregistrait pas. Oui, mais c'est pas grave, là, tout bouge. C'est bon, ouais, c'est bon. Bref, là, ici nous trouvons du code 6502 qui utilise les soft switch du contrôleur disque 2 pour effectuer des opérations. Donc, ce que l'on sait, si on a suivi le bout de trace depuis le début, c'est que dans l'adresse de la page 0 qui s'appelle 2B, on va marquer à 6 2B, c'est-à-dire je mets dans X la valeur de l'adresse 2B. C'est là où il y a le slot, c'est le numéro du slot où il y a la carte contrôleur. Derrière, juste après, les LDA C089 et 8E, c'est j'allume le disque, je le mets en mode lecture. Derrière, LDA 80, STAFD, décrément FD, BEC, BB 98, ça ressemble à un petit compteur du nombre de fois où je peux lire avant de partir en erreur et de sauter en BB 98 pour dire reboot la disquette, je ne suis pas arrivé à lire la protection, éventuellement. Mais entre les deux, j'ai un petit JSR, c'est-à-dire Jump to Subroutine, ça veut dire que j'exécute du code qui est en BB à 5, les souvenirs sont bons. Hop, on va regarder ce qu'il y a là-dessous. Et là, il y a une belle routine qui ressemble vachement à la routine de la ROM qui consiste à aller lire sur la disquette ce qui a marqué, s'il y a les valeurs, les nibbles, pardon, des 5 à 96, etc. Donc on continue. Donc, et dessous, que fait-il? Il fait un truc un peu bizarroïde, c'est qu'il va lire des informes, il a l'air de lire le champ d'en-tête, c'est-à-dire le reste des valeurs qui sont après le D5 à 96. Et il les enregistre en, il doit le retourner peut-être dans la RAM, dans le A, et après il sort de la routine. Donc, on revient où on était. BB00, hop. On a vu qu'on était en BB1E. On continue, on n'a pas eu d'erreur de lecture, parce qu'on sait que notre disquette est bien, donc le code BB21 n'est pas exécuté. C'est-à-dire branch carry set. Si j'ai une erreur de lecture, je saute à l'adresse qui est marquée derrière. C'est marqué mais si la carry, le C est à 0, ça veut dire que je n'ai pas eu d'erreur de lecture, donc j'exécute le code qui est juste dessous. Qu'est-ce que je fais? Je fais BB23 pour voir la suite de la routine. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie qu'en F9, j'ai bien 0,8. Donc c'est probablement, on va le vérifier dans la routine en BB5, mais c'est là où il a enregistré toutes les valeurs. Il a dû en mettre à cet endroit-là le numéro du secteur 8. Donc il vérifie qu'il est bien sur la track 0, parce qu'on est sur la track 0, et sur le secteur 8.
S'il n'est pas sur le secteur 8, il retourne à BB1A, sinon il continue. Et que fait-il? Ben, il cherche un D5 sur la disquette. On le voit là en BB33. Et après, à partir de BB37, il fait autre chose. À partir de BB37, hop, il cherche du E7, du E7, du E7. Ça, un gars qui connaît les nibbles qui sont enregistrés sur une disquette se dit mais ça c'est absolument pas standard, ce n'est pas dans les nibbles autorisés par Apple sur le contrôleur 16 secteurs. C'est vrai. Donc là il y a un truc qui fait tilt au monsieur qui fait sa copie de sauvegarde. Donc là il y a bien un truc. Après il y a un petit LDA C08D comme on voit là, le BB57. Ça c'est un truc des plus couillons, c'est absolument pas standard non plus. C'est je joue avec les soft switch du contrôleur pour lui dire écoute mon pote, je te fais perdre du temps volontairement et là je te déplace un petit peu la manière dont tu lis les données. C'est une sorte de timer qui désynchronise la tête et qui est assez embêtante quand pour lui, il interprète, il est idiot notre ami le contrôleur. Mais d'un autre côté, derrière, ça veut dire que les données qui sont lues ne vont pas l'être d'une manière standard. Et si ce n'est pas d'une manière standard, c'est-à-dire que ce sont des données que l'on cherche à récupérer et qu'on ne peut pas récupérer par un logiciel de sauvegarde standard, tout simplement. Donc là, on regarde la suite de la routine. Que cherche-t-il? Il cherche à lire du EE en BB66. Et après, que fait-il? C'est-à-dire qu'il a cherché son D5, il a cherché ses E7, 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 il a cherché son EE. Et là, hop, derrière, petit code 6502, il va enregistrer à l'adresse F7 à F0 un certain nombre de valeurs qu'il aura lues directement du contrôleur, enfin de la disquette plutôt, des nibbles, et il les met là. Et c'est ce qu'il fait. Donc déjà, on sait, en BB6C, il y a un truc vachement intéressant, c'est qu'il va lire toutes les petites valeurs qui sont contenues et pas visibles et pas récupérables lorsque l'on fait une copie de sauvegarde. Derrière, à partir de BB7A, c'est une autre routine, et que fait-il? Il définit une adresse source en F8, F9, qui est l'adresse B700, c'est une adresse en RAM. Je vous rappelle qu'on est en BB00 là, donc ça veut dire que c'est une adresse qu'on a probablement déjà chargée en mémoire avec des données, on ira voir. Et que fait-il? Il applique un codage, on appelle le OU exclusif. Pour ceux, tu as une petite question? Table logique du OU exclusif 0 et 1, ça fait? Pardon? Oui, et 1 et 1, ça fait 0. Ok, donc ça veut dire quoi si on généralise? Que lorsque deux bits sont équivalents ou identiques, c'est 0, et quand ils sont différents, c'est 1. Voilà, c'est le OU exclusif. Bravo, c'est bien, vous avez fait beaucoup d'études d'informatique pour la plupart. Bon, continuons. Le X en BB7A cherche à sert d'index, et on va la mettre un petit peu plus visible. Pardon, le A il est là, je vous en convertis. Hop, voilà, que fait-il? Donc de l'adresse B7 à B7FF, il applique un OU exclusif avec la valeur qui est lue en F3. F0,x, ça veut dire que j'ajoute à l'adresse de F0 ce qui est contenu dans le registre X qui vaut 3 en entrée. Ce qui veut dire que F0 plus 3, ça doit faire la chaîne exacte, F3. Et donc en F3, il a lu un nibble et il va chercher à faire un OU exclusif sur l'ensemble des données. Le Y fait une boucle de 0 à FF. Après, il incrémente F9 qui est le pointeur d'adresse O, donc il va passer à B8. Et il va décrémenter X, donc il va faire B7, il va appliquer le OU exclusif sur la valeur en F3, en B8 sur la valeur en F2, en B9 sur la valeur en F1 et en BA sur la valeur en F0. Ça tombe bien, je suis en BB, donc au moins il ne va pas m'écraser derrière. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais en fait le saut standard que l'on a sur DOS 3.3, le LDX 2B avec le 6C FD08, c'est-à-dire je fais un saut indirect à une adresse de chargement et qui correspond ici. Si on regarde 8FD, 8FE, est-ce qu'on a marqué B7? Donc il récupère les deux valeurs 8FD, 8FE, c'est B7, donc on sait qu'il va sauter en fait à l'adresse B7. Donc le bout de trace, ça consiste à savoir où va le logiciel. Carte contrôleur, c'est 600, il saute en 801, qui charge des données, qui va après en BB00, qui va lire des données cachées, il va appliquer un masque dessus, et un décodage, et après il saute en B700.
Donc le gars qui a fait sa copie de sauvegarde, pour simplifier le schéma, il a deux manières de faire là. Il va devoir d'abord récupérer les valeurs qui sont lues, parce qu'il a besoin des clés de décodage. Ensuite, il peut se dire directement comme... Oui. Les clés de décodage qui sont de FO, 256 bits, et donc qui occupent tout un secteur avec tout ça. Non, les clés ce sont des nibbles donc sur du 8 bits qui sont cachés et c'est enregistré en 8 bits. C'est vraiment chaque de F0 à F7, donc ça fait 8 octets. C'est-à-dire qu'il y a 7 clés qui sont sur la disquette et ce que l'on voit ici, c'est qu'il y en a réellement 4 qui sont utilisées. De F0 à F3, ça fait bien 4. Et on peut se dire, comme je sais que j'ai chargé mes données chiffrées de la disquette, j'applique une clé de décodage et après j'exécute le code. Donc ce que je peux faire, c'est que directement sur ma disquette, j'applique la clé de décodage, j'enregistre le secteur décodé et après c'est terminé. On peut se dire aussi, ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est qu'il faut penser aussi aux vérifications dans le programme. C'est toujours très important de savoir, de se dire que peut-être que les valeurs lues de F0 à F7 sont des données qui vont servir un jour. C'est un jeu de California Games, donc jeu californien. Il pourrait peut-être vérifier la valeur en F4 à un moment, au moment où vous faites un saut magique avec votre skateboard, et vous plantez automatiquement. Il y a des jeux qui ont fait ça, qui ont fait des vérifs comme ça à la con. Il y a Sundog Frozen Legacy qui n'est pas terminable si vous avez une copie pirate, je crois. Donc ou d'autres qui vous perdent, ou peut-être Elite. Je crois que c'est peut-être Elite aussi. Vous errez dans le cosmos et vous ne pouvez pas trouver une planète parce que vous avez une copie mal sauvegardée. Donc voilà, il faut se méfier de ce genre de trucs. Donc on va garder les valeurs parce que ça peut servir plus tard dans le programme. Mais là, on a besoin de récupérer les valeurs. Donc on va continuer de modifier notre programme. On a vu qu'en F6, en 96, F8, on avait modifié pour dire charge-moi les premiers secteurs, mais après plante. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire charge-moi les premières données, commence à exécuter, et une fois que tu as récupéré les valeurs, tu plantes. Donc en fait, il faut patcher le code pour lui dire de sauter une autre routine qui elle-même va derrière patcher quelque chose pour planter. On va patcher plus loin en fait. C'est comme ça, on va rebondir. On va rebondir. Ça ne fonctionne pas avec tous les logiciels, hein, parce que quand il y en a qui utilisent la pile style Karateka pour aller mettre des données, c'est un petit peu plus compliqué, je vous avouerai. Donc, on revient ici, et on sait qu'en 801, ce que l'on a fait, c'est qu'on a patché notre routine en 8.4a qui fait un jump vers BB00 pour lui dire, mon pote, va dans le moniteur. Là, ce qu'on va lui dire ici, c'est, je vais te patcher le programme pour que tu ailles, par exemple, en 9000. Tu vas aller en 9000, tu vas exécuter du code, et avant de sauter à BB00, je vais patcher la partie BB00 pour lui dire, bah, tu vas me récupérer les datas, et après tu plantes. Donc on reprend notre 96 F8, on lui remet du A9 008D 4B08. J'appuie sur les espaces. Oui, des points, j'en ai mis un petit peu trop. Merci. A9 00, 8D 4B08 et je fais un A9 90. Allez, on met en 90 9000, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, 9000. 4C 08. Il n'y a personne. Et on fait. Là, pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit en 96 F8, passer un 8.4B, 8.4C pour aller en 9000. Donc, au lieu de faire un saut vers FF59, on fait un saut vers 9000. Mais on va regarder en BB0 où on doit les patcher. Là, on peut lui dire initialise-moi les machins, les valeurs, etc. Lis-moi. Après, hop, blablabla, la routine elle est bidule, et là on regarde, il enregistre, et après, boum, en BB95, que fait-il? Il fait un saut. Donc là on va lui dire, à partir de 9000, qui est l'adresse de saut avant d'aller sur mon ami. J'ai encore mis plein de petits points. Je ne sais pas quel modèle de répétition de touches sur un Apple II. Tu lui dis, mon pote, mets-moi l'instruction 4C pour un saut. Il y a un autre truc encore plus simple, hein, c'est qu'en 8FD, on change 8FD, 8FE, c'est encore plus court, et le copieur pour la sauvegarde est feignant, mais bon, on va le faire à la standard. Un 9.4C, 8D, je crois que c'est 95, c'est ça, hop, BD. Ensuite, A9, 59, 8D, 96, BB. A9, FF, 8D, 97, BB.
Et là, on lui dit, bah, mon pote, maintenant tu vas là où je te demande d'aller, c'est-à-dire d'exécuter BB0. Donc on fait contrôleur 801 9000 BB0. On n'a pas de plus loin en fait. Hop, on regarde si ça ressemble à quelque chose. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ouais, ça c'est du code qui est plutôt pas mal. Regardez si c'est bien BB95. BB95, c'est là où il y avait le saut. Ok, c'est bon, donc on y va. On exécute. Bim, bam. Donc 801, boum, 9000, BB, et on fait le patch. On éteint le lecteur de disquette avec la commande C08, donc ça fasse pas de bruit. Et on regarde ce que l'on a récupéré. Et si on a récupéré des valeurs de F0 à F7. Bon, là, je m'y ai fait volontairement. Oh, dis donc, on a récupéré FC, FC, E7, FC, E7. Bon, j'aurais pu vous prouver le truc en faisant F0 à F7, en mettant des zéros et rebooter, etc. Oui, c'est vrai ça d'ailleurs. Qui nous dit que tu n'avais pas mis quelque chose déjà en F0? Mais c'est vrai, tu as Hein? raison. Ah oui, efface tout ça. Ouais. Et là, D'accord, on te croit. donc là j'ai bien récupéré des valeurs. Bon, ça ce sont les valeurs standards de la désynchronisation des PIX. Sur tout leur logiciel de 1912 à 1999 et des brouettes ou je sais pas quoi, en tout cas sur l'Apple II, ils ont très souvent utilisé ce truc-là. Et ils se servaient des valeurs de désynchro de différentes manières dans les vérifications. Et ce que l'on voit là, ce sont des valeurs superbement utilisées pour décoder des secteurs qu'ils ont chiffrés avant. C'est assez basique. Mais avant toute chose, on va d'abord faire notre copie de sauvegarde et on a vu qu'on ne pouvait pas la lire avec notre ami le Locksmith Fast Disk Backup. Donc déjà, première chose, il faut noter les valeurs. Est-ce que je pourrais avoir un stylo, s'il vous plaît? Et un crayon. Personne n'a de stylo. Et si il y en a un à côté de. Tu veux un clavier, non? qui marche pas. Tu veux un clavier, non? C'est pas... Non, je me suis mal équipé, pardon, merci. Il n'y a que des doigts et des claviers. Il me faudrait de quoi écrire. Alors je pourrais peut-être. Je vais chercher du papier. Parce que pour la copie de sauvegarde, il faut aussi s'équiper quand même d'un stylo et d'un papier. Attends, François est parti. Il y a des trucs D'accord, connectés quand merci. même, oui, c'est sûr. Autant que ça serve. Hop. Non, ça c'est à toi, je te l'ai laissé. Bon, on a vu, c'est une bonne mémoire. Ouais. Hop, merci. Donc j'ai trouvé. Merci François, j'ai trouvé. Donc, Il a trouvé. j'ai trouvé François, merci. FC, FC. On a vu dans la routine de décodage qu'il servait que des 4 premiers, donc je peux garder que les 4 premiers. On a vu que la routine en lit 8, donc on pourrait plutôt garder les 8. Ok. Je mets après E7, FC, E7. Voilà. Donc ça on l'a gardé. Donc maintenant on va essayer de copier la disquette. Hein, on va pas travailler sur l'original, même si on encoche, on pourrait écrire dessus. Hop, on va prendre ça. On reboot. Et maintenant qu'on a un bel écran, on va analyser plus en profondeur quand même le truc de tout à l'heure, parce que c'était un petit peu désimportant. C'est qu'on n'a pas pu analyser de manière très simple la raison pour laquelle on a un A quand on va faire une copie d'une disquette standard. Là, on va le voir. On a vu tout à l'heure, je parlais d'un D6, je crois, à 96 au lieu d'un D5. Là, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a bien du D5 à 96. FFFE, c'est le volume codé en codage 4.4. C'est la raison pour laquelle il faut connaître le codage 4.4. FFFE en décodé codage 4.4, parce que ça c'est le standard, ça veut dire 254, c'est le volume, la valeur de volume standard pour un Apple IIe sur le disquette. AAA, codage 4.4, ça veut dire 0 et 0. Donc là on est sur la track 0, parce que les deux premiers A c'est la track, les deux A suivants c'est le secteur. Donc on est track 0, secteur 0. Et derrière FFFE, c'est le checksum. C'est la somme de tous les trucs codés en 4.4. Donc on a le volume 254 plus 0 de track plus 0 de secteur. Quand je fais la somme de tout ça, ça va faire 254 et codé 4.4, c'est bizarre, ça fait FFFE. Ça tombe bien, j'ai FFFE en checksum. Derrière, je suis censé avoir du DE, AA, EB. Qu'est-ce que j'ai là? AA, FF,
FFEB. Voilà pourquoi j'arrive pas à lire ma disquette, à faire ma copie de sauvegarde simplement. C'est qu'ils ont changé les marqueurs de fin du champ d'en-tête. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder si le champ de data a été modifié, qui commence par D5 à AD. Non, c'est bon, il est là. On va aller plus loin. Est-ce qu'ils ont changé les marqueurs de fin du champ d'adresse? On y arrive. Ah bah tiens. Bon, il faut savoir une chose que vous avez compté là avec moi. En fait, il y a 342 nibbles après le D5 à AD et avant le checksum du champ de data. Et après, on doit trouver normalement DE à AEB. Que voit-on? C'est FF, FF, EB. Voilà, le gentil monsieur d'Epix a modifié les marqueurs de fin du champ d'adresse et du champ de data. Ça, avec certains logiciels, c'est assez facile de faire une copie de sauvegarde. Bon, on peut aussi se faire un truc de plus pour vérifier. Il y en a qui s'amusent à modifier. Il y a certaines protections, et c'est assez marrant. Il y a un DOS modifié d'Apple, qui est le DOS 33P, qui modifie les valeurs des champs d'adresse et ou de data par secteur. C'est assez chiant à lire. Et ils le font, les valeurs dépendent du nom du fichier. Et ça, c'est très embêtant. C'était un Ultima, je crois, peut-être, ou un truc comme ça. Donc maintenant, on va faire notre copie de sauvegarde. Là, on utilise un logiciel qui s'appelle Advanced Demuffin, qui correspond au numéro 4. Non, c'est pas 4, si, c'est 4. Je crois que c'est 4. Qui a une option qui est assez pratique, c'est de boot ou pass-boot, de pouvoir récupérer les routines de lecture du DOS au début pour certains logiciels, et comme ça, ça facilite la copie de sauvegarde. Là, on fait un pass-boot. On a vu que nos routines ont été modifiées, et en plus, elles sont codées. Alors, on ne va pas s'amuser à charger un truc qui est codé, on n'en fera rien. Je sors la logo Copydis que l'on peut trouver sur n'importe quel site bien intéressant. Hop, je mets ma disquette originale à sauvegarder pour le patrimoine informatique du futur, de l'avenir dans le lecteur 1. Je mets une disquette double densité, surtout mettez pas des HD, ça marche pas très bien, d'accord, dans le lecteur 2. Autre étape très importante, j'ai dit qu'il fallait booter la disquette pour vérifier que l'original fonctionnait. Vérifier les têtes aussi de lecture, la tête de lecture qui sert aussi d'écriture, parce que le problème de lecture ou d'écriture peut être lié à ça. Heureusement, notre cher ami Guillaume ici nous a fait un nettoyage, un récurage de lecteur, donc il fonctionne encore mieux qu'avant, il est plus que neuf. On a vu que les marqueurs sont modifiés, ça c'est un logiciel qui prend les marqueurs standards. On a besoin de modifier les routines pour lui dire, mon pote, hop, hop, clac. C'est pas mal, le faire à l'envers, il faut être plutôt bon. On va aller modifier les routines de lecture standard pour lui dire, mon ami, hop, tu vas me lire, vous allez voir, on y arrive, je me presse un petit peu. Voilà, en B8DE commence une des routines. C'est celle qui lit le segment de data. Il lit des 5 à AD, après il décode l'ensemble des 342 nibbles, hop, il les enregistre dans des tables intermédiaires. C'est pour ça que le DOS 3.3 est assez lent. Il lit les données, il les décode, il les met dans un buffer, et après il les retourne au programme appelant en recopiant dans un buffer. Bon. Les David DOS et les machins ont optimisé la chose. Tu veux lire en 3000, je te mets les data directement en 3000. Ça déjà, ça fait gagner du temps. Bon, bref, on est ici, on voit en P926 qui lit un dernier nibble, qui fait une comparaison avec une table de nibble valide, je vous la fais courte, et c'est le checksum. Si le checksum est bien lu, c'est-à-dire que le BNE, ça fait un BEC, c'est-à-dire un branch if equal, c'est-à-dire que les valeurs correspondent, il lit l'épilogue, le DEAA, via le B930. On sait qu'on a FF. Donc soit on s'amuse à remplacer DEAA par FFFF, dans les compares qui sont un petit peu plus bas, ou sinon en B930, moi j'ai trouvé une méthode j'emploie une méthode plus simple. Je lui dis, mon ami, tiens, prends-toi ça dans les yeux, ça veut dire quoi? B930, je vais vous le montrer en décodé. Hop. CLC, RTS et NOP. Le NOP c'est pour la forme, c'est pour rendre le code lisible, on s'en moque. Mais comme on a remplacé une instruction qui est sur une opérande et un truc long, donc 3 octets, autant faire le truc joli. Donc 18 c'est CLC, ça veut dire je te dis que j'ai bien lu.
Et RTS pour return. Merci, je finis ma routine, hein, je n'ai pas besoin d'exécuter le truc is. C'est aussi simple que ça. Dessous, B944, on a la routine qui lit le champ d'adresse. Elle est assez similaire à celle qu'on a vue tout à l'heure. Elle se termine pareil par B9.8b, lis-moi l'épilogue du champ d'adresse. Donc comme on est sympa, on lui dit va lire plus vite. B9.8b, tu prends 1.18.60 EA, voilà. Là, on patch la routine, on fait un CTRL-Y. Le CTRL-Y est un vecteur qui permet de retourner dans le logiciel. On sait qu'on n'a pas de pistes supplémentaires, qu'on n'a rien d'autre, qu'on a 2 disquettes qui sont normalement bonnes, de face. Donc normalement, un truc comme ça marche. On va voir. Donc là, ce que tu as fait, c'est pas de dire que tu t'attendais à cette valeur, alors que c'est cette valeur. Tu as juste dit, quelle que soit la valeur, tu n'avais pas besoin de noter les entêtes, tu avais juste besoin de savoir qu'ils étaient différents. Et là, tu dis juste, noter la valeur de différence. C'est la première étape, je peux me tromper. Peut-être que sur la piste 3, il n'y a pas marqué FF ou machin, ou qu'il a changé d'autre chose. Là, je considère que si sur 2 pistes, bon, il faut peut-être le faire sur les 35, sur les 2 pistes, quand tu regardes les valeurs, tu as les mêmes, donc tu peux penser qu'il a fait la même chose sur l'ensemble de toutes les pistes. On tente comme ça. Peut-être qu'il faut faire d'autres routines, modifier. Là, simplement, je lui dis, lis-moi l'entête, lis-moi les données, mais ne lis pas les marqueurs de fin de ces 2 champs. Je considère qu'ils sont toujours les mêmes. Voilà. On va voir, hein. Je peux me tromper. Et je tiens à préciser, je n'ai pas vérifié avant. Hein. Je n'ai pas fait à la maison pour regarder si le truc était bon, donc ça peut peut-être durer 5 heures la session. Désolé pour les suivants, mais on verra. Ah, donc là, on a des points. Un point, c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup mieux. Mais il faut se méfier. Le point, ça veut dire j'ai bien lu. Et nous, on a mis un 18-60, donc on a dit j'ai bien lu. Peut-être que la routine, elle est vachement plus sioux et qu'en fait, elle sert aussi à un petit temps une petite temporisation un petit peu plus longue dans les valeurs qu'il lit et autres. Je me suis fait avoir comme ça sur un soft quand je voulais faire sa copie de sauvegarde. Il faisait un petit décalage dans le temps pour la lecture, ce qui fait que toutes les données que j'ai lues, et j'ai jamais vu ça, je la trouve marrante celle-là, toutes les données du champ d'adresse, donc toutes les valeurs des secteurs, sont décalées de 1. C'est assez sioux comme truc. Quand vous bootez la disquette, vous avez des données, des trucs lisibles, mais en fait tout est décalé de 1. Donc la data qui devait se retrouver en 0, elle se retrouve en 1. Donc en fait vous perdiez un octet à chaque fois que vous lisiez un secteur. Et ça faisait ce genre de choses. Donc là c'est pas mal, c'est plutôt bon. Comme on va simplifier la vie, on va faire la phase 2 directement. Hop. Hop. Je retourne la disquette. Hop. Et je copie. La B-side. J'ai inséré les disques. Oui monsieur. Clac. La version 1.4, c'est une version qui a été modifiée par le Brain Trust, qui était un ancien groupe de sauvegarde du patrimoine informatique de l'Apple II français, il y a longtemps. Et il y avait, à l'origine, c'est The Stack, un sauvegarde du patrimoine américain qui avait fait ça. Et il y a une version qui existe, la 1.5, on n'a pas la même, Forayem et moi, qui permet, pareil, de faire des copies de sauvegarde simplifiées. Voilà. Il y avait un bug ou deux à l'intérieur. Et on a chacun corrigé, on a une version différente. Et bon là, 1.4 remplit son office très bien. Le bug en question, vous allez tomber dessus rarement. Mais bon, on aime mieux le corriger, ce serait mieux. Donc là, on le laisse terminer sa lecture-écriture. 5 passes de 7 pistes à chaque fois. 7 fois 5, ça fait 35. Combien de pistes sur une disquette Apple? 35. De 0 à 35, 34, ça 0 à fait 35. 34. Bien joué. Donc voilà. Donc on a ça, C'est pas mal, ça. notre disquette originale, que l'on remet loin du démagnétiseur de Vincent, s'il vous plaît, loin des tablettes graphiques Apple. Le gars qui a la première version de la tablette graphique Apple et qui met une disquette magnétique dessus et qui montre, regarde, j'ai une super tablette et j'ai un soft rarissime, il n'y a qu'un exemplaire qui existe. Sur la tablette graphique Apple, c'est mort, il a une disquette qu'il peut jeter. Voilà. Donc là, on a fait notre copie de sauvegarde. Premier test. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça reboot. Ça veut dire quoi? Il y a un truc qui ne marche pas. Bah, c'est normal. Est-ce que j'ai dit au programme FCE, FCE7, FCE7? Non, il ne le sait pas. Donc il les cherche là. Et il ne trouve pas.
Donc maintenant, nous allons passer à l'étape peut-être presque finale. L'étape ultime dans un truc comme ça, c'est pas oublier le gars qui fait la sauvegarde du patrimoine a un gros melon, donc il fait un super crack throw, il met Best of the World, ça clignote et ça bouge dans tous les sens. Et ce qui fait que le soft il sort sur une disquette supplémentaire parce qu'il a pris toute la face pour mettre sa super introduction. Bref, là il faut passer par d'autres trucs. Ça nous est arrivé, c'est pour ça que je le dis. Sauf que sur 2 disquettes, on l'a distribué sur 3. Quoi, sur 2 faces, on l'a distribué sur 3. Bon, c'est un peu idiot. Parce que la signature prenait une disquette, quoi. Ouais. Ça, c'est Bon, un gros melon. Moi, j'en ai un que j'aime beaucoup, Disk Fixer 2. Disk Fixer 2, pour moi, c'est la Rolls de l'éditeur de secteur. Il est d'une puissance phénoménale. Quand on regarde les options, on peut changer tous les marqueurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Lui dire le nombre de pistes. Bon, comme j'ai modifié ma disquette, je vais lui dire, s'il te plaît, mets-moi le nombre de pistes standard qui est 23. Hop. Voilà. On peut lui dire j'ai une disquette DOS 3.3, disquette Pascal, disquette ProDOS et je crois CPM aussi. Ouais, je crois que c'est PM. Atari ST, ça marche pas. C'est pas encore couvert. Peut-être que ça viendra. On peut changer l'ordre des secteurs, etc. Là, c'est plutôt bien. Quand on regarde LED, alors LED sur un clavier QWERTY Apple II 8 bits, c'est où le point? Il est là normalement, je crois. Hop, voilà. Là, c'est ce qu'on peut faire avec le soft. Lire un secteur, écrire un secteur, ça tombe plutôt pas mal. On peut faire différents affichages ASCII, mode hexa ASCII, c'est le mode par défaut qu'on a vu, mode hexadécimal. On peut faire des masques AND/OR, XOR avec le X. C'est plutôt bien. Regardez, si je change de mode A, hop, tout est en hexa. Ici, je suis tout en décimal, pardon, en alphanumérique. Si je mets U, on va peut-être pas le voir ici. On va peut-être pas le voir, le truc. Hop, là je change avec N, je passe les standards machin de référence, les index et bidules de décimale à hexadécimal. Hop, moi je remets mon mode par défaut qui est le mode B. Et alors qu'est-ce que je fais ici? Je mets ma disquette de sauvegarde temporaire. Ici. Je lis le track 0, secteur 0. Qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je remarque? Tiens, c'est marrant, c'est la routine que j'avais tout à l'heure. C'est vachement bizarre. Hop. Qui saute en 4A. Donc là, pour ceux qui savent un petit peu, track 0, secteur 0, il est chargé en adresse B600, le 1 en B7, le 2 en B8, le 3 en B9, le 4 en BA, donc le 5 en BB. Ça tombe bien. Là, qu'est-ce que je vois? Du code Apple II totalement illisible. Donc là, c'est chiffré, ça, probablement. Il y a un truc. Ici, pareil. Rien. Secteur d'après. Hop. Pardon. L. C'est codé. Bon, c'est codé. Elle fait courte. Et là, c'est bizarre. Ça me dit qu'un truc. C'est la routine qu'on avait tout à l'heure. J'ai l'impression. Il lit le 7, etc., 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 etc. Il sauvegarde en F0 l'ensemble des valeurs qui sont là-dedans. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il décode. Et après, bim, il saute en 8FD. Donc là, deux manières de faire. À la grande époque de la sauvegarde du patrimoine, on foutait l'opcode NOP, EA, partout. NOP partout. On peut faire ça, c'est pas très propre. Le but du jeu, c'est quand même de modifier avec le moins d'octets possible. Mais il faut quand même écrire les FC, E7 et machin, je sais pas quoi. Donc on va quand même un peu patcher cette routine-là. Il y en a une autre qu'on pourrait faire. Regardez, on va vérifier un truc. Est-ce qu'on a de la place sur ce secteur-là, par exemple? Ici, là on a un peu de place. Le D0 là ne sert à rien. Ah non, le M il est là-dessous. Voilà, donc on regarde. Il lit, et après il saute. Il a des valeurs. Ça c'est quoi? Ça, pour ceux qui ont lu le bouquin de Marcel Cotigny sur le DOS 3.3, qui est très très bien fait, c'est du patch DOS 3.3. On peut regarder un truc. Est-ce qu'on a un DOS 3.3 en fait? Alors, là, la piste 11, c'est là où normalement il y a le catalogue du DOS 3.3. Là, il y en a pas. Et normalement, de 2 à... Hop, de 2.3 vers 0.08,
Track 0, secteur machin. Player. Bien, player. Mhm. Table de score, pareil, hein, le mec qui fait la sauvegarde du patrimoine est un gros melon, alors c'est lui qui a les meilleurs high scores. Il n'a que du 999 999 partout. Pour le mec qui joue après, il n'y arrivera jamais. Donc là, il y a du code, mais qui ne ressemble pas à du code DOS 3.3. Donc normalement, il n'y a pas grand chose derrière. Donc, soit on modifie track 0, secteur 0 pour lui dire avant de sauter, tu m'ajoutes les valeurs. On peut faire ça. Je trouve que c'est le plus propre. Plutôt que d'aller patcher toute la routine à la con. On peut lui dire de sauter en BB00. On va voir si on ne peut pas faire autre chose. Ou étape numéro 2. Ou pardon, option numéro 2. Et ça, c'est un peu la routine qui va nous le dire ici. Que fait-il? Regardez. Il sauvegarde quand même au début des valeurs. Donc, il les efface, quoi. Il met du LDA 0 vers le pointeur de pile, etc. Et après, il fait ses petites routines. C'est peut-être le mieux. On peut peut-être faire ça. On va le faire ici. Hein. Donc, si on prend la routine, d'ailleurs, je vais faire le contraire de ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Et je vais m'installer mieux parce que là, on va taper un petit peu plus de E1. Hop, pardon. Il est où mon petit truc? Je ne vais pas le dire. Ici, clac, on commence ici normalement. Bon, on peut même commencer avant. Là, c'est l'initialisation. Donc, on va faire le truc tout bête. On va mettre du EA. Dites-moi si je mets AE, hein, parce que AE, c'est pas le même code en 6502 et ça serait un peu emmerdant. C'est quoi AE? Ça correspond pas à un AE, si. c'est un code up? AE, ça existe. C'est un code up? Ça existe, c'est en relation avec X. Je te laisse chercher l'opcode. Hop. Donc là, j'ai mis du NOP, que du NOP. Jusqu'où j'en ai besoin du NOP? Je vais aller là-dessous. Le NOP, j'en ai besoin en fait jusqu'en 6B. Ok? Ils sont sympas chez Epic, ils nous ont mis des NOP pour nous dire où il fallait arrêter de patcher. Hein. Donc on va faire comme 6B. Voilà. Bim, on est là. On est bon. Et là, ce qu'on va faire en fait, on va être de gros feignants, c'est en 6E à l'adresse là qui lit des nibbles du disque qui après s'en sert pour enregistrer. On va lui dire bah, écoute, je te file l'adresse de ma table où je mets les FC, FC et machin, et comme ça, s'il te plaît, tu me les enregistres. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se faire? On va les mettre un petit peu avant. On sait qu'on est en BB. Donc on est quoi? On est en 6E. Ah oui, mais le X, il faudrait que mon X il soit. Ah ouais, on peut le faire. En Y99. Tiens, il y a un mec de tête qui peut me dire c'est B9, non, le LDA Y. Hein? C'est B9, non? Je les connais pas tout seuls. C'est une question facile pour toi. Ok, c'est B9. Ça marche. Donc c'est B9. Donc on va dire c'est pas B9 machin, on va se la mettre en 40. D'accord? 40 BB, ici. Et en 40 BB, BB40. on va mettre FC, EE, FC, E7, EE, FC, E7. Bon, avant, quand même, ça, du E machin, c'est du code à la con, c'est de la data, c'est pas du code, donc il va falloir quand même bypasser le petit truc, et on va lui dire, s'il te plaît, bon, ici, pour éviter de perdre du temps, parce que ça consomme des cycles machine, hein, quand même, le NOP. Oui. On va lui dire, tu vas là, et je crois que ça commence en 6B, on avait dit. 6B, BB. Clac. Donc, si on voit notre routine maintenant, il fait une petite initialisation des valeurs, ça sert à rien, parce que de toute façon, on les écrase derrière, hein, mais bon, c'est pour le fun. Parce que moi, quand je fais des trucs avec la pile, je ne m'amuse pas à toucher beaucoup les trucs, parce que ça peut avoir un impact derrière. Et après, je saute en BB6B. BB6B, 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 BB6B. BB40, on a notre copain. Ouais, on a une valeur là. Et après, en BB6B, on a la petite boucle. Il faut virer en 71 les trucs, parce que BPL, il n'y a pas à faire de BPL. Toutes les valeurs ont le bit 7 à 1, toutes les valeurs ont le bit 7 à 1, donc on peut le laisser, on s'en fout. On enregistre, et après, on fait tout, on est content, et voilà, ça décode. Track 0, secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 4. C'est ça que ça fait.
On peut le faire. Je vais vous montrer avec des fixeurs comment on peut faire. Hop. Donc on enregistre déjà le petit secteur modifié. On a mis 6B, c'est 8, 9 AB, donc c'est même 6C. On peut faire. Là, on va faire un joliment. Hop. Voilà. Ici c'est mieux. Petite vérification. Clic, on est au bon endroit. Ce que je voulais faire, c'était. Qu'est-ce que je voulais faire avant? Si, truc. Side to. Vérifiez aussi qu'il n'y a pas la même. Hop. Bon. Ce qui est bien avec this fixer, c'est qu'on n'a pas de buffer. Donc j'appuie sur 1, j'ai un autre buffer et je lis mon secteur du début. Là, j'ai rien. Tiens, j'ai fait RWTS. On va faire tilt hein, quand je dis RWTS, c'est-à-dire qu'on a oublié un truc aussi. Voilà. Et là, ça lit et machin, et après, ça lit des trucs qui sont lisibles peut-être, on verra bien. Hop. Là, on charge le D5 à AD, donc derrière, on devrait avoir un truc qui vérifie les FF, FF, parce que c'est le format. Et là, ça lit des DEA. C'est débile. Là derrière, ça lit le champ d'entête et ça lit aussi du DEA. Donc déjà, on n'a pas de modification à faire. Permis aux gars, aux dépombeurs, de perdre un petit peu plus de temps, donc de mettre plus de temps à mettre sur le marché. Donc on va voir, est-ce qu'on va avoir droit à un petit poète de welcome? Ah bah tiens, yes. On a l'air de pouvoir voir des trucs. Hein. Alors comment on fait les high score 5? 7 joystick. Bon, je ne sais pas comment on appuie sur 5. On appuie sur 5 en appuyant sur la touche 5. Bon, c'est pas mal. En fait. Donc voilà, Pierre, qui était le propriétaire de ce logiciel, et je ne sais pas qui est Pierre, a eu plein de scores. Plein de bons scores, c'est le meilleur. Ça a l'air de fonctionner, c'est plutôt pas mal. Hein. On fait la phase B. La phase B. Chargement de 30 secondes pour afficher quoi? Bah, pas grand chose on dirait. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est peut-être pas exécutable la phase B. C'est peut-être du data. Non, on va voir. On va prendre la disquette d'origine. On va booter la phase B. On va voir si ça fait quelque chose. Ou si ça fait un écran noir comme ce truc là. Elle n'est pas bootable. Pour moi, c'est du data. C'est du data, ouais. Flip disk, il te dit à mon nom. Le clinique, c'est pas le bon disque, il faut booter sur la. Non, c'est du data, en fait. Ça tourne, ça fait rien. Pareil sur la disquette originale. La moitié des jeux sont sur la première phase et l'autre moitié sur la deuxième. Ouais. C'est probable. Dernière chose, celle que je voulais vous montrer. Donc on a modifié le code, on n'a pas touché aux routines de lecture et de machin, mais avec l'outil Disk Fixer, notre ami, hop, 1, 2, il est là. Je vais vous montrer la petite commande qui permet d'utiliser les clés de codage et de décodage, XOR et machin directement. Donc on remet notre disquette copiée. Et là on a tout totalement lisible et on a vu que la valeur utilisée c'est une valeur pour un OU exclusif qui était le FC. Donc en fait on appuie sur X. On peut utiliser soit du add, soit du EOR, soit du endFF, soit du OR 00. Donc nous on veut faire du EOR, c'est ce qu'on a vu dans la routine. Donc on met 00, FC qui est la première valeur, FF 00. Voilà. Ensuite il faut l'activer. L'activer, je ne sais plus comment on fait. C'est pas T ou c'est pas U? Je ne sais plus. C'est original. Hop. Mode c'est. Ça doit être un contrôle. Hop. Copy, directory, machin, je sais pas quoi, on a derrière. Le truc d'activation, bah Y. Dans toggle, mask, unmask, commande. Contrôle. Hop, on fait CTRL P. Pim. Attends, c'est bizarre. Et ça, quand je le décode, ah tiens, ça c'est du code lisible 6502. Donc, seconde manière de faire sa copie de sauvegarde, on prend sa disquette, on prend les secteurs un par un, on applique le filtre FC secteur 1, EE secteur 2, on les enregistre tels quels. On va faire un truc, c'est assez marrant, vous allez voir, grâce à Disk Fixer. On va le faire que sur le premier secteur. Je mets le buffer 1, je tourne la disquette.
Hop. Je demande sur la phase B. On n'a rien fait sur la phase B. Hein. Qu'un read. Enfin, je vais faire un read, pardon. Ici. Donc je sais là, j'ai pas changé parce que j'étais en mode machin. Buffer 1, je lis le 0, 1. Je vire le masque. Le masque, on a dit CTRL T. Contrôle T. Ok. Alors. Qu'est-ce que vous voyez entre 0 et 1? Le buffer 0, le buffer 1. Alors ça, vous ne verrez peut-être pas, je vais vous montrer. Regardez entre 2 et 0. Quand on voit des caractères en inverse, ça veut dire qu'il y a une différence, l'offset dans les bytes entre les deux buffers. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur 2, on sait qu'à part l'offset 11 dit 1A et 1D, qui sont identiques, tous les autres, à peu près, qui sont en inverse, sont des bytes différents. 0, c'est le buffer de la track 0 sector 1 qu'il y a sur la disquette protégée qui utilise une clé de décodage. Le 1, c'est le track 0 sector 1 de la phase B. C'est un full match. Donc en plus d'utiliser la moitié des clés de désynchro, de ne pas faire de vérification sur FF, machin à la place des DEAA, ils ont en plus mis la RWTS décodée sur la phase B. Hein? D'accord. Pas mal, hein? Donc là, ce que tu pourrais faire, beau, ça. c'est écrire ces fameux secteurs 1 à 4 de la face B sur la face A et skipper la routine de décodage. exactement. Et le chargement se ferait même plus rapidement. Exactement. On peut bypasser l'appel à BB00 en décodant ou en recopiant ce qu'il y a de la face B à la face A et de remplacer en 8.4A, là, de faire un jump indirect vers B700. Comme un DOS standard. Et voilà, c'est terminé, on gagne 4 cycles et on joue plus rapidement, on est plus content. Voilà. Donc ce qu'il vous reste à faire après, non, c'est de la signer, c'est de la mettre sur tous les sites et de dire je suis le meilleur pirate du monde. Et non, en fait, le but du jeu, c'est ça. C'est d'arriver à comprendre comment une protection est faite pour en permettre la sauvegarde. Ça veut dire qu'avec une EPIX protection, qui somme toute est assez amusante parce qu'elle touche quand même la manière de lire les données sur la disquette, donc la manière dont elles sont enregistrées sur le disque. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec un copieur standard, ça ne marche pas. Avec un Nibble copier, un truc comme ça, les routines de désynchro, ça ne marche pas. C'est assez facile à créer une protection comme ça, cacher des octets, il suffit d'ajouter, je vous l'ai dit, un petit temps de synchro pour perdre un petit peu le lecteur de disquette. Et ça veut dire que surtout, ce genre de protection ne peut être, ou ce genre de disquette protégée de cette manière-là, ne peut l'être qu'avec un outil un petit peu plus puissant, style une carte DD pour prendre le flux au niveau du bit, et qu'il n'y a pas un outil, à part peut-être chez Godfather quand il a fait ses cours de déplombage et de copie de logiciels un petit peu avancés, il n'y a rien qui permet de copier une disquette comme ça et de la sauvegarder. Donc c'est intéressant de savoir comment c'est protégé pour faire des outils qui permettent de les préserver pour le futur. L'intérêt, il est là surtout. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce type d'outil? C'est-à-dire que c'est obligé de bidouiller à chaque fois avec des routines de son? Il y en a avec une carte DD, mais il faut un ordinateur Apple II. Et moi, mon rêve, ça serait d'avoir un superbe disque 2 relié à un lecteur USB avec une carte Arduino ou autre et qui permettrait de tout piloter, de tout sauvegarder dans un format de bits bien et pas un truc qui crée au flux qui ne marche pas spécialement quand c'est pas complet pour un Apple II. Les gars de Silicium vont y bosser. Ah, les gars de Silicium, ils sont bien, les gars de Silicium. Un scoop ici. C'est un scoop. Il faudra en parler après. Donc voilà comment on fait une copie de sauvegarde d'un logiciel style California Games, protection des synchros. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut... Non, c'est basique dans le sens. Il y a des protections qui obligent à réécrire quasiment l'ensemble du programme ou des grandes parties. Quand j'ai fait la copie de sauvegarde de Karateka, ça prend pas une heure, ça prend plusieurs jours. Parce que c'est fatigant, il faut regarder en plus les adresses mémoire utilisées. Quand on passe par la pile, des adresses du microprocesseur qui sont bien protégées, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut tout réécrire. Et Mandragore, ça prend combien? Mandragore, c'est 5 ans à raison de 51 semaines par an.
Pourquoi t'as pas réussi à le craquer normalement? Non, j'ai pas fini en fait. D'accord. C'est pas fini. J'ai Non, toutes non, les non, faces. non. Hein. Maintenant, mais là, justement, je suis dans l'étape. Bon, ça fait 2 ans que je n'ai pas touché, mais je suis dans l'étape où il faut mettre l'ensemble des données qui sont dans des formats un peu bizarroïdes à toutes les 2 pistes dans un format compréhensible par le lecteur, par un lecteur standard. C'est long, fastidieux et autres. Mais à l'époque, c'était sur Hold Up, le gars qui a déprotégé Hold Up, il a mis un week-end. C'est une protection 18 secteurs, et il a gardé les 2 phases d'origine, il est arrivé, il a pris tous les fichiers, toute la structure de la disquette de la phase B, il a fait une compression sur les datas, il a créé toutes les routines, il a fait ça en un week-end. Moi j'ai toujours les 2 faces, hein, et ça va faire 2 ans que je n'ai pas touché non plus. Voilà. Non, il y a des mecs très très bons. Il y a des mecs très très bons. Donc voilà, ça c'est une protection facile. Ça prend pas beaucoup de temps. La validation, elle se fait en jouant. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas ce que je vous expliquais sur ScaleFox. ScaleFox, allez au-dessus des nuages et vous verrez si la copie que vous avez est une copie bien déprotégée ou pas. Si ça reboot, c'est qu'il y a un problème, tout simplement. Donc il faut jouer. Vous ne pouvez pas considérer que le truc est fini là. Et t'as des trucs très cons où à la limite, c'est le dernier écran du jeu qui te jette si c'est une copie. Et tu le sais qu'à la fin. Et tu le sais qu'à la fin. Les FTL, hein, Dungeon Master et Thunder Frozen Legacy, c'est toutes les. Il faut jouer et il y a des versions de crack. Alors que sur Atari, Dungeon Master marche mieux. D'accord. Non, ça c'est pour ça le 2 jeux, tu as raison. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc amusez-vous, mais apprenez le 6502 et suivez la petite recette de cuisine un petit peu avant. Donc la fameuse sauvegarde du patrimoine, c'est un peu la rédemption du pirate de l'époque. En fait, à l'époque, c'était plus pour avoir le logiciel, ou machin, parce qu'il y avait quelque chose de commerce. Ça coûtait trop cher. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est la sauvegarde du patrimoine, c'est un investissement vers. Non, c'est l'argument fallacieux, c'est toujours amusant à faire parce que c'est un moyen de s'occuper aussi d'esprit. Je pense que le pirate est curieux. Mais non, mais c'est vrai que la sauvegarde du patrimoine, là, elle se ferait Là, elle se fait dans le sens où on n'a pas signé, où on n'a pas pollué. On n'a pas pollué l'écran. À l'époque, c'est l'exemple que je vous donnais quand j'étais dans Hacker Force. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de super signatures, des musiques, ça faisait papa, maman et machin. C'était beau, c'était marrant, ça signait bien, on montrait qu'on était les plus forts, les plus beaux, mais ça apportait rien au jeu finalement. C'est simplement pour notre satisfaction à nous. Oui. Et il y en a même qui ont été jusqu'à supprimer du contenu original, comme la bande d'introduction ou la musique pour Conan le Barbare ou le jeu de Conan. Ah oui, le jeu était tellement modifié pour mettre de la place pour la signature. Pour les crédits, ils ont enlevé la musique du générique. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Peter, ah oui, d'accord. Je ne le savais pas, c'est honteux, mais voilà, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Donc il y a des pirates, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient sur les écrans d'accueil des jeux. Quand c'était une image fixe, ils ajoutaient leur nom à côté, ça allait. Il y en a qui remplaçaient. Il y avait sur un ordinateur, il y avait Miss Pac-Man qui tournait. Il y a le nom du pirate sur la 2e ligne du jeu avec les trucs qui tournent. Ça, c'est pas normal. Donc de nos jours, le gars dans la sauvegarde du patrimoine, il va refaire le crack, mais au lieu de marquer Ishmin le plus beau, il va laisser le nom du créateur originel. La recherche, elle se fait dans ce sens-là. Et pour certains, c'est d'aller un petit peu plus loin, c'est de comprendre les protections pour pouvoir faire les outils pour sauvegarder la disquette dans son format d'origine aussi. Et les sauvegardes dans les formats d'origine aujourd'hui, vous travaillez avec des styles TOSEC et compagnie pour l'archivage ou c'est... Il y a le célèbre Jason Scott qui enregistre au format NIB avancé, la EDD, les disquettes Apple. Et sinon, non, c'est assez limité, mais en fait, le format Nibble qui existe depuis longtemps sur l'Apple II permet de sauvegarder quand même pas mal le contenu des disquettes. Et il y a, on va dire, par exception, quelques logiciels qui ne le passent pas. Donc ça a déjà été vu, en fait. Et les logiciels que l'on écrit permettent de simplifier la génération de ces formats d'images. Après, de notre côté, c'est toujours pareil, il y a des gars qui archivent, qui mettent ça donc, sur archive.org ou autre. Ça, je rappelle quand même que ces disquettes, je prends celle-ci, elle date de 1987. 1987, nous sommes en 2015, donc ça fait 28 ans. Oui. Elle est toujours lisible, elle est nickel. Oui. Est-ce que la disquette de sauvegarde générée à partir de ce truc-là, qui sera enregistré sur un disque dur à haute vitesse, dans un truc qui chauffe ou je sais pas quoi, sera sauvegardée et toujours disponible? Moi, je suis assez confiant. Je suis absolument pas confiant dans la sauvegarde ou sur la durabilité des disquettes 3,5,
cause de la densité qui est comme plus importante. La 525 conservée loin du démagnétiseur de Vincent, c'est super lisible. Ouais, c'est vrai. C'est super lisible. Ouais. Après, ce qu'il faudra, c'est le lecteur. Là, c'est vrai. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Avoir la disquette, c'est bien. Avoir le lecteur, c'est mieux. Et tu tenais à ce que ça soit sur des conservé sur des disquettes un peu d'époque, ou de temps en temps vous faites des sauvegardes sur des disques durs classiques. Toujours, oui, sauvegarde sur des disques durs classiques. Ouais. Après, le but du jeu, c'est d'utiliser le logiciel comme a été pro pour faire une sauvegarde sur un disque dur moderne, qui est après envoyé sur un site de référence Apple qui s'appelle Asimov, Ah, oui. et après de le mettre à disposition des uns des autres. Donc, si vous voulez vous amuser, je vous passe la disquette. D'accord? Donc, merci de votre attention. Non.